Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler du OnePlus 7, ce nouveau smartphone est le remplaçant du OnePlus 6T et qui donc apporte des nouveaux ajouts, en fait des modifications un peu mineures. Alors c'est une évolution qui est plutôt bienvenue pour ceux qui ont vu la prise en main, vous savez déjà à quoi vous attendre en termes de changement, mais pour ceux qui veulent découvrir le smartphone au complet, eh bien vous allez le découvrir dans ce test. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ce qu'il y a comme nouveauté principale? Eh bien déjà forcément le Snapdragon 855. Le 48 mégapixels que l'on retrouve aussi sur le OnePlus 7 Pro, mais il y a des changements assez importants en termes de qualité photo, on y reviendra à ce moment-là. Vous avez aussi la troisième nouveauté, c'est le double parleur qui est donc maintenant le bienvenu en fait sur la gamme OnePlus 7 tout simplement, que nous n'avions pas avant et qui était très demandé par la communauté. Le lecteur d'empreinte est toujours sous l'écran et par contre c'est le même que le OnePlus 7 Pro, c'est toujours le nouvel, celui de troisième génération. Et là où sur le OnePlus 6T, c'était de la deuxième génération. On est bien évidemment sur de la Warp Charge, donc ça ne change pas non plus. Après, tout le reste, en fait, est identique au OnePlus 6T. Ce que j'aime bien aussi, c'est le rendu. On y reviendra sur ce rendu qui est un peu différent de ce que proposait le OnePlus 6T aussi. Je pense que j'ai listé la plupart des différences. Maintenant, c'est surtout de voir dans la réalité quelle est la différence. Et donc, pour ça, on commence tout de suite le test. Donc, sur ce smartphone qui est vendu aujourd'hui à 550 € pour la version 128 Go. Donc ce OnePlus 7 Pro, alors avant de commencer bien le design, je préfère vous montrer directement le dos avant qu'il soit plein de traces de doigts bien dégueulasses. Donc ce qui fait qu'on a un dos qui est assez réfléchissant et qu'on peut voir, donc sans être en direct, on peut voir qu'il y a des reflets de lumière. Il y en avait déjà sur les autres, mais ici il a été fait un peu différemment et j'avoue que j'aime beaucoup. C'est un peu un effet miroir d'ailleurs, donc ce qui fait que vous pouvez le voir assez distinctement. Donc même pour faire des selfies, vous avez cette possibilité. Donc c'est toujours ça qui est bon à prendre. Sinon, donc en soi, on est toujours avec ce petit switch silencieux, vibreur et bien sûr donc avec le volume. Le bouton power, vous avez à gauche le bouton de volume avec le dual SIM. Il y a bien évidemment toujours l'encoche qui est présent. Vous avez ici l'USB-C avec donc ici la partie haut-parleur, hop, ici la partie haut-parleur et ici la partie micro. Donc en haut le micro secondaire et voici un petit peu l'ensemble de l'appareil. Donc comme je l'ai dit, il ne change pas réellement par rapport donc à l'ancien, ce qui fait que vous avez le même design, la même prise en main. Ce qui fait que c'est une prise en main qui est un peu particulière, que j'aime pas forcément beaucoup parce qu'elle a tendance à avoir des tranches qui sont un peu fines. Donc là, c'est exactement la même chose. Alors ça s'était amélioré par rapport aux anciens OnePlus où c'était encore plus présent. Mais par exemple, par rapport à un Meizu 16e ou sinon à un Honor View 20, on est vraiment sur des tranches qui sont assez fines et en fait, dont le côté incurvé est très accentué, ce qui fait que c'est quelque chose que je n'apprécie pas en termes de prise en main. Je pense que vous verrez bien ici, comme c'est fin. Donc ça, c'est la petite chose que je n'aime pas personnellement. L'appareil photo aussi a tendance un petit peu à ressortir. Donc ça, bon, après, c'est un peu normal. On est aussi sur un smartphone qui essaie de mettre du gros dans pas beaucoup de budget, entre guillemets, puisqu'on est à 550 €. Donc USB-C, il faut savoir que l'adaptateur n'est pas fourni, on en reparlera et je ferai le même discours sur la partie audio, mais voilà un petit peu ce design. Ce qui fait qu'en façade, hop, ici, nous avons voilà, hop, nous avons toujours des bords qui sont assez fins et toujours le bas qui est toujours très fin. Donc là-dessus, il n'y avait pas vraiment grand-chose à faire évoluer. L'encoche est toujours aussi design, ça c'est quelque chose qui est appréciable. Donc ce qui fait que, voilà. Par contre, la petite nouveauté, c'est justement le haut-parleur. Le haut-parleur qui, comme vous pouvez le voir, est assez géant puisque là, il fait vraiment tout ceci. C'est très très large. Donc c'est assez marrant, c'est bien intégré. Je préfère par rapport à ce qu'avait fait Xiaomi qui est un peu moins large, mais par contre on ne voit pas que il y a une partie qui est justement qui ne sert à rien, qui est juste design. Mais par contre elle est super large, et c'est la plus large que j'ai vue à l'heure actuelle. Mais bon, ça passe bien, c'est assez discret, ça se voit pas trop, mais par contre c'est assez impressionnant la taille qu'elle fait.
Que dire sinon de plus? Bah sinon, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'essaie d'être un peu plus rapide pour avoir des tests un petit peu plus courts. Au-delà de ça, j'ai pas forcément grand-chose à dire, à part j'apprécie ce dos, mais forcément, là, vous voyez, il prend beaucoup les traces de doigts, donc ça, c'est la petite chose négative que j'aurais à dire. Mais sinon, après, c'est la même chose que le OnePlus 6T. Petite mention à la coque qui est fournie, une coque qui est assez épaisse, et quand on la met, hop, ici, il y a une chose qui est à remarquer, c'est surtout que, en fait, si vous regardez bien, vous avez les bords qui sont relevés justement pour absorber plus les chocs et pour éviter, alors déjà pour éviter de rayer l'écran puisqu'il est surélevé, mais aussi de protéger un peu plus les coins. Donc ça c'est la petite chose. Donc on a quelque chose d'épais mais qui semble assez robuste, donc ce qui fait que ça va bien protéger l'ensemble du téléphone. Pour la partie surcouche, alors pour l'instant je suis toujours sur donc Android P. Android Q devrait arriver normalement bientôt, mais bien sûr il n'aura plus de nom. Je suis actuellement sur la 9.5.8 qui est la dernière version, ce qui fait que même pour la partie photo on en parlera, mais je suis sur la version qui est déjà améliorée. C'est une surcouche qui est toujours aussi efficace, donc ça c'est la chose qui est positive, c'est qu'elle est toujours aussi fluide, toujours aussi efficace, avec des gestes qui sont toujours aussi bien pour ceux qui aiment, sachant que voilà, on a toujours, voilà, c'est les gestes de Google, donc pas grand chose à dire de ce point de vue-là, c'est très réactif, c'est très fluide, et ça reste toujours aussi un design. On a bien évidemment quelques applications qui viennent de chez OnePlus, on a bien sûr la galerie, la caméra qui est toujours bien faite, on y reviendra dans la partie photo. Vous avez ensuite donc alors regardons, vous avez aussi la petite application ici pour la communauté, donc le côté forum. Donc ça c'est une chose assez intéressante. Donc, pour ceux qui veulent participer au forum OnePlus, vous avez la possibilité. Je descends un petit peu pour que vous puissiez voir correctement. Ensuite, bien évidemment, vous avez toute la suite Google. Il y a aussi Android Go qui est présent. Donc, et vous avez le gestionnaire de chez OnePlus qui est toujours présent. Donc Android File Go doit être, ça doit être avec ce que j'ai téléchargé. Donc qui est toujours aussi efficace avec la gestion du stockage. Vous avez même la gestion avec le Drive directement inclus. Et vous pouvez faire un partage de fichiers, fil dash, voilà. C'est inclus dans l'application. Vous avez Google Play qui est présent, Google Pay pardon, qui est présent puisqu'il y a la NFC, ce qui est logique, ça depuis un petit peu de temps. Vous avez la petite application météo qui est toujours, je la trouve sympathique avec ce design, ce petit soleil comme c'est fait, etc. C'est toujours aussi joli. Donc voilà, c'est tout simple mais c'est toujours présent. Vous avez la migration OnePlus qui va permettre donc de, en fait, tout simplement de transférer vos applications. Et pareil, elle a un côté design puisque si vous faites la migration à côté d'un autre téléphone, vous verrez la synchronisation des personnes qui balancent donc les images pour avoir un côté un petit peu joli. C'est le petit bonus sympathique qui fait toujours plaisir. Alors, j'en étais, hop, je pense, alors ça non, le tout paramètre ok, hop, je pense que j'ai fait un peu le tour, la partie téléphone, la partie téléchargement, bien évidemment. Ensuite, dans les paramètres, on a pas mal de petites options, donc ça, c'est toujours, faudra toujours regarder par rapport à ça, mais ça reste toujours aussi design avec pas mal de petites options, donc ça, c'est intéressant, et vous en avez plein de différents types pour régler pas mal de choses, ce qui fait que ça fait toujours vraiment cette impression de Android stock, mais avec beaucoup de personnalisation et bien implanté pour pas que ça fasse trop, et c'est quelque chose qui est réellement appréciable. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte si vous cherchez. Clairement, pour moi, c'est la meilleure alternative à ce qu'il y a d'Android stock, tout en restant proche d'Android stock, avec beaucoup d'options. Parce que c'est vraiment bien fait, et c'est bien optimisé de ce point de vue-là, donc j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Donc, dans l'ensemble, ça tourne bien, c'est léger, c'est assez personnalisable, et c'est très bien suivi, puisque là-dessus, il est vraiment à jour. Et OnePlus, là-dessus, pour l'instant, est en train de faire un sans faute sur tous ces smartphones, puisque même jusqu'au OnePlus 3, le suivi est assuré de la version Android, ce qui est assez fou, c'est l'une des marques qui a mis à jour son plus vieux téléphone, donc ce qui fait que c'est très très fort, et on est sur le patch de sécurité du 1er août qui a été déployé extrêmement rapidement, et ce sur tous les OnePlus, donc c'est assez fort de ce point de vue-là. Si vous voulez un smartphone qui soit réactif, proche d'Android stock, avec quand même un peu de personnalisation, avec un suivi exemplaire, c'est OxygenOS qui pour l'instant est juste introllable de ce point de vue-là. Pour la partie de l'écran, on est sur un écran AMOLED de 6.4 pouces en Full HD, là où le OnePlus 7 Pro est en 2K 90 Hz. Ici, on reste sur du Full HD 60 Hz.
c'est le même que le OnePlus 6T, donc il n'y aura pas grand chose à dire. Les couleurs sont très bonnes, il faut savoir que donc on a divers choix dans l'affichage. On a le mode nocturne qui va permettre de gérer la température plus chaude ou non pour justement éviter tout simplement la lumière bleue, etc. Du plus clair au plus sombre, donc quand ça va s'activer, la luminosité va baisser. Donc ça c'est aussi une chose. On peut l'activer automatiquement selon les différentes choses. On a aussi un mode lecture qui est présent. Donc mode lecture, hop, ici, qui va en fait mettre tout en noir et blanc, ce qui va permettre justement de ne pas avoir de couleur, puisque en mode lecture, on n'en a pas réellement besoin. Vous avez le côté HDR, alors peut-être que je désactive aussi, ce serait bien. Donc là, la partie HDR pour améliorer tout simplement la partie vidéo dans les vidéos, tout simplement, avec une dynamique plus haute. L'affichage de l'encoche qu'on peut toujours masquer, c'est toujours ça de prix pour ceux qui veulent la masquer, mais déjà ça se voit un petit peu. Et aujourd'hui, ça ferait un petit peu bizarre, puisque en bas c'est très fin, donc ça ferait vraiment bizarre de l'afficher, mais certains, bon moi ça peut me gêner. Aujourd'hui, je fais avec, c'est comme ça que je joue aujourd'hui. Les couleurs d'accentuation de l'ensemble, on peut régler la taille, etc. Bon, ça va être autre chose. Mais voilà un petit peu ce qui est possible. C'est toujours aussi efficace de ce point de vue-là. L'écran, au-delà de ça, aussi ce que je voulais montrer. Forcément, je me barre, alors c'était pas ça. Mais hop, donc au minimum, alors on voit encore un petit peu l'écran, et au maximum, il est très puissant. On est sur un écran AMOLED qui est maîtrisé de ce point de vue-là, et le calibrage que j'ai oublié de montrer. Donc on peut soit gérer de façon avancée les couleurs, donc après soit la large gamme, donc là on voit que c'est dynamique, en sRGB, DisplayPlay 3, on peut gérer la température de couleur, naturelle si on veut que ça reste justement sur des couleurs naturelles, et vive si on veut être sur des couleurs beaucoup plus vives justement. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de l'écran, donc c'est un écran qui est très bon, qui a des très belles couleurs, qui sont proches de la réalité. J'ai pas grand chose à dire aujourd'hui, la plupart des écrans sont très bien calibrés. En plus de ça, on a l'avantage d'être sur un écran AMOLED et qui est maîtrisé, on l'a déjà vu sur les anciens OnePlus, c'est toujours les mêmes, donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Pour la partie sonore, donc on est sur du double parleur cette fois-ci, double parleur donc qui n'est pas exactement les mêmes, puisque celui-ci va s'occuper de la partie basse et médium, et celui-ci va participer pour la partie médium et haute, et ça se défend plutôt bien d'ailleurs. On va faire une petite minute de musique. Ce qu'on remarque surtout, c'est que donc, alors, on a une bonne puissance, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant, le OnePlus 7 Pro est plus performant de ce point de vue-là, et j'en connais d'autres, notamment les Meizu, qui sont plus performants de ce point de vue-là, mais ils se défendent plutôt bien. On va essayer une petite chose, tiens, la dernière. Ce que je remarque aussi, c'est aussi des aigus qui sont assez agressifs et un petit peu artificiels, c'est un petit peu remonté, donc ce qui fait que c'est pas forcément la chose qui est la plus agréable à l'écoute. Elle est un petit peu agressive, donc quand on est à fond, bien évidemment, on peut choisir aussi son style, bien évidemment, ici, donc c'est qui va choisir intelligemment, mais c'est plus les aigus qui ont tendance un petit peu à être brouillons, par contre, à manquer un petit peu de finesse, de séparation des instruments. Pareil, j'ai déjà vu mieux ailleurs, et encore une fois, je reprends l'exemple de Meizu qui fait mieux de ce point de vue-là. C'est plutôt bienvenu qu'on est sur du double haut-parleur. Il est plutôt performant et on a un bon équilibre entre le haut et le bas. On va descendre un petit peu pour moi, pour mes oreilles. Hop, ici. On va mettre comme ça. Donc voilà, donc on a quand même un bon équilibre, donc ce qui fait que c'est plutôt bien, et pour YouTube, etc., ce sera vraiment pas mal. Maintenant, parlons de la prise jack. Et la prise jack, là, forcément, je vais faire le même discours que d'habitude. Cette année, OnePlus a décidé de ne pas mettre d'adaptateur jack avec ses smartphones. Pourquoi? Il n'y a pas d'explication, encore une fois, et je réitère, c'est chiant de le dire, mais je préfère le dire. Laissez le choix au consommateur, surtout quand, en plus de ça, on met une puce audio, enfin, on met un amplificateur
pour améliorer la qualité sonore, parce qu'elle est tout à fait correcte, la qualité sonore en jack du OnePlus de cette année, puisqu'ils ont mis cette fois-ci un amplificateur de chez Texas Instruments, le TFA90XX, que l'on retrouve sur pas mal de petits smartphones en ce moment, qui permet d'améliorer le rendu par rapport à ce qu'on a de base, et bah, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis. Surtout qu'encore une fois, ce genre d'adaptateur pour la marque, ça doit être au pire 1 euro à mettre dans le smartphone. 1 euro, alors certes, ça peut faire augmenter les marges très facilement, puisque 1 euro fois des millions, bah, ça fait des millions d'euros, hein, magie de mathématiques, mais au-delà de ça, c'est quand même un gros doigt aux consommateurs qui utilisent encore le jack. J'ai fait un petit sondage sur mon... Alors certes, j'ai un côté audio très affirmé, côté audio filaire très affirmé, mais j'avais mis plein d'autres gens dedans. Un petit sondage avec plus de 300 votes, c'est pas énorme non plus, mais 30% trouvaient ça indispensable. Une certaine partie optionnelle parce qu'ils jouent entre le Bluetooth et le jack, mais il y en a beaucoup qui utilisent encore le jack de temps en temps pour des choses spécifiques ou qui ont juste un matériel audio qui est un petit peu avancé de ce point de vue-là. Ce qui fait que de ne pas mettre un adaptateur qui coûte rien, encore une fois, ça ne coûte rien. Moi, je l'ai acheté sur Express, cet adaptateur à la con, parce que c'est un adaptateur à la con, hein, c'est juste là, de l'analogique, un câble pour le mettre en jack. C'est-à-dire, il n'y a même pas de DAC, il n'y a rien dedans, et c'est ce que faisait, c'était le cas sur le OnePlus 6T, hein, ça allait pas plus loin, et ils le mettent pas. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Alors certes, c'est pour créer le nouveau marché du Bluetooth par marque, puisque maintenant tout le monde a décidé de sortir sa version Bluetooth des trucs, sa version USB-C, mais le marché audio ne suit pas dans l'USB-C, donc ce qui fait qu'on n'a pas de choix. Au niveau des adaptateurs, on n'a pas énormément de choix non plus, et si on en veut un qui soit plutôt performant, il faut mettre au moins 30 balles, ou au moins 25 balles, avec le Sonata HD de chez IDES, que je vous conseille si vous en cherchez un, qui est très bien, et qui en plus de ça est tressé, donc ce qui fait que ça résiste mieux que les adaptateurs de merde qu'on nous met en général. Mais ce qui fait que je ne trouve pas ça acceptable de l'enlever pour aucune raison, de ne pas le préciser, de ne pas mettre pourquoi, et juste parce que la marque a décidé de sortir des intras Bluetooth, et donc pour justement inciter à vendre du Bluetooth. Ce qui fait que nous sommes ici en présence d'un nouveau marché, tout le monde se lance dedans, et met le doigt à ceux qui ont déjà un matériel plus ou moins haut de gamme, plus ou moins performant, qui leur suffisent plus ou moins, et dont c'était plus ou moins indispensable, pour des raisons aussi, parce que le Bluetooth, comme moi, ne l'intéresse pas. Donc c'est chiant, mais je répète ce discours, je serai neutre de ce point de vue-là, et ce sera le cas pour tous les acteurs qui font ça. Pour la photo, donc là on est sur du 48 mégapixels en façade, on est sur le IMX 586, le même que le OnePlus 7 Pro, ainsi que le 20 mégapixels qui va aider pour le mode portrait, mais je le soupçonne d'être utilisé pour autre chose. Ce qui fait que pour l'application caméra, on peut avoir, alors déjà on peut avoir une grille qui soit va être une grille par défaut 3x3, soit une grille en règle d'or, c'est-à-dire que en gros c'est le nombre d'or exactement, et ce qui fait qu'en gros c'est un système, si vous mettez sur Google, qui est en fait tout simplement un design qui fait que avec ce nombre d'or, ça permet d'avoir quelque chose qui est logiquement assez beau à regarder, parce que ça suit la grille en nombre d'or. C'est l'idée en tout cas. On est en façade aussi sur du 25 mégapixels, si je ne dis pas de bêtises. Je vous avoue que les selfies, je m'en fous un peu en général. On va faire une petite photo histoire de... Voilà, que je mettrai avec une très très belle gueule en plus de ça, qui est donc ici en 16 mégapixels. Donc, ce qui fait que le 48 mégapixels. Alors déjà, avec le OnePlus 7 Pro, je le trouvais plutôt pas mal, il y avait eu des bonnes évolutions, mais par contre, c'était quand même en deçà de la concurrence. On se serait attendu à avoir justement un petit peu mieux de ce point de vue-là, mais on va le voir juste après. Je tiens quand même à montrer un petit peu avant ce qui est possible. Donc on a toujours le côté vidéo, donc vidéo en 4K 60 fps ou 4K 30 fps. Donc ça c'est une première chose. La photo bien évidemment, logique. Vous avez le portrait, le paysage nocturne, donc la partie nuit. Ensuite si on monte, en fait si on fait ça, ce qui est bien c'est qu'on a les autres modes et ils sont faciles d'accès. On a le mode ralenti, le panorama, le mode accéléré, donc le time-lapse. Qui sont présents, et vous avez le mode pro. Mode pro qui permet ici d'activer le 48 mégapixels, mais très honnêtement, et je vais vous dire après pourquoi, il ne sert absolument à rien, encore pire que le OnePlus 7 Pro, c'est même pire que ça, puisque la qualité photo sera dégradée. La qualité photo donc de ce OnePlus 7 est clairement en deçà de ce que fait la concurrence, et je peux même vous dire que je la trouve globalement sur le 12 mégapixels de base en deçà parfois d'un Mi 9T, qui est pourtant moins cher et moins performant, et pour moi il y a un problème en termes d'optimisation logicielle, puisque là il est
en dessous de ce que j'ai pu tester, notamment en 48 mégapixels, l'Honor View 20 et le Mi 9T. Pour deux raisons. Enfin, pour plusieurs raisons. Alors déjà, donc vous allez voir les photos défiler. Pendant ça, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Le problème déjà du OnePlus 7, c'est sa colorimétrie qui est un petit peu à l'ouest. Ce qui est assez bizarre parce que normalement, OnePlus là-dessus est plutôt bon. C'est le cas du OnePlus 7 Pro. Et donc, ce qui fait que sur les photos du OnePlus 7 Pro, la colorimétrie était bonne. Le plus gros problème étant le manque de détails. C'était surtout ça le gros problème. Et le 48 mégapixels n'était pas optimisé pour. Ici, on a un manque de détails, la colorimétrie qui est un peu à l'ouest. J'en veux pour preuve, en fait, face au Honor View 20, notamment une photo de nuit, où le Honor View 20 sature à mort, avec un ciel qui était très très bleu, alors qu'en réalité, il était gris, avec... Enfin, tout était beaucoup trop saturé, c'était assez étrange, et on était loin de la scène, de l'ambiance qui était proposée là. Et là, pour le coup, le Honor View 20 faisait largement mieux. On a une dynamique qui s'en sort plutôt bien, donc ça va encore. Mais par contre, encore une fois aussi, les détails sont en net retrait. Et là, clairement, ça se voit de plus en plus. Alors, je sais pas si c'est un bug, enfin, s'ils sont pas encore penchés sur OnePlus 7 pour améliorer l'algorithme ou quoi, mais là, c'est vraiment derrière, en fait. C'est très étrange. Et je m'attendais pas à ce que la photo soit aussi différente que ça. Il aurait été intéressant que je teste face au Honor 20, parce que lui, il a une qualité photo qui est un peu moindre que le View 20, qui, lui, gère très très bien le pixel binding, tout l'ensemble du 48 mégapixels est super bien optimisé. Là où le OnePlus 7, lui, par contre, j'ai l'impression que limite, il arrive à faire des photos qui sont peut-être moins bien que le 16 mégapixels qui était utilisé sur le OnePlus 6T, qui est certes maintenant aujourd'hui optimisé. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que le mode 48 mégapixels, je me suis dit, ça va peut-être le sauver un petit peu, et va peut-être faire des photos un petit peu plus jolies comme ceci. Et là, catastrophe. On fait des photos qui sont encore moins nettes, qui, en plus de ça, une dynamique qui est totalement aux fraises, mais réellement aux fraises. J'en veux pour preuve. Dans les photos, vous pouvez voir aussi dans l'album, vous avez une photo dans une gare, en fait. Je suis sous un pont à une gare, et donc, ce qui fait qu'on a une demande, en fait, en termes de dynamique qui est énorme, puisqu'on a le jour qui est juste à côté de la sortie du pont, en fait, de la gare, et la gare en elle-même. En 12 mégapixels, la dynamique est plutôt bonne. Par contre, en 48, elle est complètement aux fraises. Et toute la partie jour, en fait, est complètement cramée. Donc ça, c'est très très étrange. Ça n'a pas du tout été optimisé. C'est le même cas de nuit. J'en ai fait plusieurs. Et encore une fois, vous avez l'album. N'hésitez pas à regarder, comparer. Donc le 48 mégapixels, oubliez complètement. Il ne sert à rien. Par contre, j'ai une excellente surprise. Et là, par contre, j'étais pas forcément prêt. Mais je me demande s'il ne se repose pas justement sur les 20 mégapixels aussi pour améliorer la photo. C'est le zoom en x2. Puisque le zoom en x2, normalement, utilise les 12 mégapixels du 48 mégapixels, mais je pense qu'il utilise aussi le 20 mégapixels pour essayer de récupérer un maximum de détails, justement, de contraste, etc. Et ce qui fait qu'en fait, limite, le x2 est meilleur que le 12 mégapixels de base, que la photo de base, en termes de finesse, etc. Parce que là, par contre, on a une réelle finesse, qui est beaucoup plus fine d'ailleurs que celle du View 20, mais clairement beaucoup mieux. On a l'impression d'avoir un réel x2 téléobjectif en 12 mégapixels avec un excellent piqué. Enfin, on a beaucoup de détails, on a une très belle finesse, on a de très belles couleurs qui ressemblent réellement à la réalité et qui fait clairement mieux que le View 20 qui était très très bon de ce point de vue-là. Donc là, c'est une excellente surprise et je pense que justement, ça le sauve un petit peu de ce point de vue-là. Ce qui fait que voilà un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Pour la vidéo, je fais une partie un petit peu rapide là-dessus. J'ai testé le 4K 60 fps et le 4K 30 fps. J'ai pensé. Et donc, je trouve d'ailleurs que le 4K 60 fps, du moins en tout cas au moment où j'ai filmé, vous avez aussi, pour écouter le micro, dans l'album, vous avez la vidéo pour pouvoir comparer et voir si le micro est plutôt bon pour capter ma voix, etc. Mais ce qui fait que j'ai trouvé le 4K 60 fps plus optimisé en termes de stabilisation que le 30 fps où j'avais l'impression, au moment où je faisais la voix, on percevait plus que je marchais en fait. Là où c'était beaucoup mieux lissé sur le 60 fps. Donc je pense que, encore une fois, OnePlus optimise le plus possible sur le 4K 60 fps, qui forcément est plus recherché et permet de se mettre face aux iPhones. Et là-dessus, il est plutôt bon. Pour les couleurs, je vous avoue que j'ai pas forcément beaucoup regardé, mais ça avait l'air plutôt bon de ce point de vue-là. Donc, ce qui fait que, pareil, vous avez, encore une fois, je le répète, l'album pour ça. J'ai fait un peu le tour sur la photo. Globalement, c'est quand même assez bon, mais la photo en elle-même, la photo en 12 mégapixels par défaut, est clairement en net retrait, et là, il nécessiterait vraiment des mises à jour pour améliorer l'algorithme. Normalement, OnePlus est plutôt bon là-dessus, mais là, il y a beaucoup trop de défauts, je trouve, pour lui mettre vraiment une bonne note, enfin, une bonne note, ou en tout cas que ce soit acceptable. Là, clairement, je trouve qu'il y a un retrait par rapport au précédent modèle,
et qu'il n'est clairement pas au niveau de ses concurrents en 48 mégapixels, que ce soit le Honor 20, encore moins le Honor 20 Pro, ou que l'Honor View 20, qui pour le coup, en termes de l'ensemble de la photo, des caractéristiques, là-dessus, le View 20 fait mieux. Donc ce qui fait que c'est assez étrange, et surtout le pire, c'est que je ne m'attendais pas à ce que le Mi 9T puisse faire des meilleures photos que le OnePlus 7. Ça pique un peu. Pour ce qui est de l'autonomie, on est sur une batterie de 3700 mAh, apparemment parce qu'ils ont pu enlever le jack. Et donc, ce qui fait que l'autonomie en elle-même, on fait à peu près 7 heures, donc de ce que j'ai pu faire en utilisation mixte ou 4G, sachant que donc il y avait un peu de musique, un peu de jeu, des réseaux sociaux, beaucoup de réseaux sociaux et quelques photos. Donc ce qui fait que là, par exemple pour aujourd'hui, en ayant fait un peu de Wi-Fi, un peu de 4G, dans l'ensemble, on va dire la moitié en Wi-Fi et la moitié en 4G. Là, il reste 49% sur le screen que j'ai pris. Je suis à 3h25 écran allumé. Donc, ce qui fait que c'est tout à fait correct. C'est pas incroyable non plus. Alors après, on est en plein été, on est sur les grandes chaleurs, etc. Donc, ça fait que ça chauffe plus. En tout cas, ça a tendance à plus chauffer. Sur un autre écran que j'ai pris, donc à 72%, j'avais fait 1h50. Si on extrapole un peu, on fait à peu près 6h30. On peut perdre un petit peu parce qu'en général, c'est pas très fiable. Donc 6 heures, entre 6h et 7h sur mon utilisation personnelle qui est du jeu, des réseaux sociaux et de la musique avec du YouTube aussi et des photos. Ça reste correct, je me serais attendu à un peu mieux. Après, je sais que ça s'affine au fur et à mesure des mises à jour, ce qui était le cas notamment sur le OnePlus T que j'avais eu un petit peu plus tardivement, et ce qui fait qu'il tenait plutôt bien, là où à la sortie, il était un petit peu plus limite en termes d'autonomie. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera vérifié, mais en tout cas là-dessus, bon, il est correct. Mais ça vaut pas certain. Je sais que le Honor 20 par exemple dans la même tranche, sachant qu'il a 3750 mAh et le fameux Kirin 980 qui est plus économe en énergie, j'atteignais plus facilement les 8 heures, en tout cas assez facilement. Donc ça c'est aussi une chose à prendre en compte. Et si je compare aussi au Mi 9T avec son Snapdragon 730, n'ayant pas le 855 sous la main, je faisais plus aux alentours, pour le coup je faisais à peu près la même chose alors qu'il a une batterie de 4000 mAh. Le Meizu 16S actuellement aussi, encore une fois avec les grandes chaleurs, je faisais entre 7 et 8 heures écran allumé, je m'attendais un petit peu plus. Encore une fois avec les chaleurs, le très beau soleil qu'on a en ce moment, etc., ça peut influer aussi sur l'autonomie. Mais voilà un petit peu là-dessus, ce qui fait que c'est correct, à voir si c'est surtout par les grandes chaleurs, mais je trouve que c'est correct sans plus. Je m'attendais un petit peu mieux, il faudra sûrement voir avec les mises à jour comment ça évolue. Au niveau des benchmarks, on se retrouve donc avec le Snapdragon 855 gravé en 7 nanomètres, le tout en 8 cœurs avec 4 cœurs basse consommation, 3 cœurs haute performance et un cœur ultra haute performance. Donc ce qui fait que c'est quelque chose que l'on commence à connaître et que l'on va voir bien évidemment un peu partout. Hein, je pense que ça vous aura pas échappé vu que le Snapdragon a tous les hauts de gamme ou presque à part Samsung et Huawei. Ce qui fait qu'on a 8 Go de RAM aussi, à noter, et donc on fait un score de 3375 et 10814. Bien évidemment, on va pouvoir comparer ça qu'avec des vieux smartphones, le Note 8, etc. Mais bon, en gros, on est sur un 855, on fait 11 000 points, c'est très bien, et c'est comme les autres, et ça change pas. Donc là-dessus, rien de nouveau sous le soleil. Par contre, si on compare ici CPU Photo, là-dessus il est très bon, donc avec un environnement à une vingtaine de degrés, entre 20 et 25, ce qui fait que sur les 15 minutes où j'ai pu tester, donc j'ai pu tester Up ici, je vais arriver le CPU pendant 15 minutes, donc c'est ce qui permet à pleine puissance. Au bout d'un quart d'heure, alors déjà on fait en max 176 Go IPS, donc normalement on peut faire un peu plus avec un 855, donc il doit être un petit peu plus limité, mais il ne descend qu'à 164 au bout d'un quart d'heure, et ce qui fait qu'on perd que 5% de performance, donc c'est tout à fait correct de ce point de vue-là, il se défend très bien, il maîtrise ses performances. Pour terminer, on va aller directement sur GFX Bench sans coupure, ou presque, le temps qu'il charge, parce que c'est toujours très pratique avec cette application. Ce qui fait qu'on est sur l'Adreno 640, pas grand chose à dire de plus. On connaît le bestiau maintenant avec tous les smartphones qui sont sortis avec, donc ce qui fait que c'est surtout de voir son comportement. Là-dessus, OnePlus est assez connu pour bien les maîtriser en général, avec très peu de pertes par rapport à d'autres et une bonne maîtrise de la chauffe. Ce qui fait qu'ici, donc on fait déjà, hop, ici en une demi-heure, on passe de 95% à 77%, donc un petit peu moins de 20%.
On commence donc à 3580 en termes de score, pour faire par contre peut-être par vague, donc ce qui fait que ça manque un petit peu de lissage, pour ceux, hop, je vais essayer de rapprocher pour ceux qui ne voient pas, ça manque un petit peu de lissage sur les performances, puisqu'on fait des chutes sur certains benches jusqu'à, enfin des chutes, 3520, donc non en fait non c'est excellent, puisqu'en fait là ce qu'on voit en fait c'est juste entre l'échelle entre 3509 et 3580, donc en gros on est sur une moyenne de 3550, donc c'est un très très bon score, sachant que le OnePlus 7 Pro lui il était à 1900, il était en 2K, donc c'est à dire qu'il faisait un petit peu mieux lui, mais avec le côté 2K qui était présent. Ici, on est sur un très très bon score, 3500, sachant que le Meizu 16S, qui est pourtant bon dans ce domaine-là aussi, fait 2800. Je crois pas en avoir eu d'autres aujourd'hui, mais ce qui fait que c'est plutôt très très bien. Et à mon avis, je pense que la plupart des concurrents vont être à 3200 ou 3000. Donc c'est toujours aussi bien maîtrisé chez OnePlus. Pour la partie jeu, bon, je ne vais pas être... très honnêtement, on va pas ressortir du PUBG, etc. parce qu'on sait très bien que ça va très bien tourner. Donc j'en profite, ça va être petite pub et une petite pour montrer Gears Pop. Vous pouvez rejoindre l'équipe Technoid FR sur Gears Pop pour simplement s'amuser, faire des hordes. Et ce qui fait qu'on va lancer une petite bataille. Donc un petit jeu sympathique, un peu dans l'idée de Clash Royale, etc. Mais bon, on sait très bien sur PUBG, tout à fond en ultra, etc. Ça va très bien fonctionner. Donc autant faire découvrir un jeu qui vient de sortir pour vous montrer un petit peu tout ça et tout simplement aussi que comment ça fonctionne. Si ça peut vous plaire, parce que ça peut être marrant d'être à plusieurs et que la communauté soit ensemble. Donc voilà un petit peu, c'est le petit truc du jour, bon, avec un petit peu de musique histoire de mettre de l'ambiance. Beaucoup d'ambiance. Wouhou mais au-delà de ça, donc vous l'aurez compris, hein, avec les très très bonnes performances que l'on a sur GFX Benchmark, qui permet de tenir les performances max très très bien, et bien forcément sur tous les jeux ça va très bien tenir, donc on ne pourra pas vraiment se plaindre de ce point de vue là. Alors on va lui mettre ça. Les bruits sont un petit peu chelous, mais d'habitude je joue sans sans les bruits. C'est très très bizarre. Bref. Et ce qui fait que voilà, vous pouvez rejoindre et on pourra s'amuser ensemble, faire des hordes, c'est-à-dire des petites parties coop qui sont disponibles. C'est toujours ça à prendre. Si ça peut vous plaire, ce serait avec grand plaisir. Alors, que penser de ce petit OnePlus 7? Eh bien, en soi, si on prend par rapport au marché en direct, et notamment par rapport à ce que j'ai testé, donc le Mi 9T, il manque le Pro, mais il va arriver. On est globalement sur la même chose à part le processeur. Le Honor 20, il y a le Honor View 20, le Meizu 16S. C'est un smartphone qui se défend bien dans l'ensemble. Ce qui est toujours la petite particularité de chez OnePlus, c'est bien sûr son expérience utilisateur sur OxygenOS, qui est toujours aussi excellente, et ça on ne peut pas le nier. En soi, ça déjà c'est une première chose, ainsi que le suivi excellent, pour ceux qui sont fans du suivi, forcément on serait content. On a aussi le fait qu'on ait du double haut-parleur, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les concurrents, et notamment les Xiaomi ou encore une fois les Honor ne les ont pas, donc ça peut être une petite chose qui peut vous plaire. Par contre, on a l'encoche qui est présente, ça c'est la petite chose un petit peu dommage, donc à voir sur les prochains OnePlus si ça disparaît, mais en tout cas si ça vous dérange pas, vous l'avez toujours. Donc ça, bon, c'est un choix personnel. Ce qui est un petit peu dommage, c'est surtout le 48 mégapixels qui, lui, est un peu décevant en espérant qu'avec les mises à jour, il s'améliore, et j'espère drastiquement, parce qu'il n'est clairement pas au niveau de la concurrence, que ce soit le Honor View 20, le Meizu 16S, le Honor 20. Il est clairement de ça, et j'étais assez déçu de l'appareil photo. Heureusement, son zoom permet quand même permet un petit peu de rehausser la note, entre guillemets, puisque j'en mets pas, sur la partie photo, parce que clairement elle est manquante. Enfin, elle est manquante. Oula. Clairement, elle ajoute un truc parce que vraiment le zoom est excellent. Il est très très bien géré, il est très fin, il est très naturel, donc vraiment c'est bien fait de ce point de vue-là, et heureusement ça le sauve un petit peu. On a le côté double haut-parleur, comme je l'ai dit. Malheureusement, pas d'adaptateur jack. Et ça, c'est quelque chose qui est un point noir pour moi. Parce qu'au moins, laisser le choix et laisser au moins un adaptateur, ce serait un minimum. Il y en a qui utilisent encore le jack aujourd'hui et qui ont des écouteurs sympas avec. Donc merci, s'il vous plaît, OnePlus, de leur laisser. C'est un minimum. Et même Pepe Garcia le dit. Et il connaît le marché, il comprend le marché. Mais il ne trouve pas normal, et je ne trouve pas normal non plus, de devoir enlever un simple adaptateur, encore une fois, qui ne coûte rien.
c'est un peu abusé. C'est clairement même beaucoup abusé, donc ça c'est un peu dommage. Sinon en soi aussi, il y a le lecteur d'empreintes qui est toujours très bon. Là-dessus, on est sur le 3e génération, donc là, ce qui fait qu'il est très réactif comme le OnePlus 7 Pro. Et comme le OnePlus 7 Pro, j'en ai pas vraiment parlé, mais pareil, on a un peu le souci où il faut d'abord le réveiller pour pouvoir l'activer, là où la plupart des acteurs, alors bon, sinon on peut le réveiller comme ça, mais s'il est sur un bureau, là où Xiaomi ou Huawei en fait permettent directement, dès qu'on va appuyer sur l'écran, ça va réveiller le lecteur d'empreintes, là on est obligé de faire en 2 étapes, c'est-à-dire on est obligé de le réveiller une première fois pour faire ça. Donc c'est un peu dommage, et c'est le truc qui sera rectifié, mais apparemment j'étais le seul à ressortir cette petite idée-là, à voir si par la suite OnePlus travaille un petit peu sur le sujet, parce que ce serait quelque chose qui permettrait d'être plus transparent en termes de déverrouillage. Bien évidemment, vous avez toujours le déverrouillage facial en 2D, qui est toujours présent, mais bon, c'est chacun son truc. Moi, je préfère utiliser le lecteur d'empreintes. L'autonomie aussi est plutôt bonne, elle est dans la bonne moyenne, donc ce qui fait que dans l'ensemble, c'est un smartphone qui est équilibré, mais comme tous les autres OnePlus, il a à peu près les mêmes tares. Il enlève la tare de ne pas avoir de double haut-parleur, mais il s'ajoute aujourd'hui le fait de ne plus avoir d'adaptateur jack. Ça, c'est une première chose. Il a toujours la tare de l'appareil photo qui est toujours aussi particulier, mais toujours avec la vidéo en 4K 60 fps qui est toujours aussi bien maîtrisée. C'est des petites choses comme ça qui sont réglées parce que dans l'ensemble, c'est bien équilibré, mais il y a des choses qui sont... Et surtout dans le même, en plus, dans le même environnement, double parleur, adaptateur jack, la photo moyenne, mais la super vidéo en 4K 60 fps, c'est un peu bizarre. Mais après, ce sont des choix qui ont été faits. Mais pour le choix de la photo, je la pige pas parce que généralement OnePlus fait quand même mieux que ça. Là, c'est vraiment décevant à mon sens par rapport à ce qui est fait habituellement. Même si on peut faire des bonnes photos, on pourrait faire vraiment mieux en termes de qualité. Ce qui fait que dans l'ensemble, après voilà, il est réussi. Après, si vous avez un OnePlus 5 par exemple, ça commence à valoir le coup. Si vous avez un OnePlus 6 ou OnePlus 6T, ça vaut vraiment pas le coup. Ils sont vraiment trop proches pour être réellement intéressants. Après, à vous de voir par rapport à ça, mais c'est mon avis en tout cas là-dessus. Ce qui est bien aussi, petit bonus, encore une fois, je tiens à le rappeler, c'est la petite coque qui est présente, qui est assez renforcée, alors peut-être un poil trop à mon sens, avec ce système où on a les côtés qui ressortent beaucoup, mais si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup chuter son téléphone, la coque, au vu de l'épaisseur et de la... On sent qu'elle est solide, et puis même ces renforcements qu'il y a sur les côtés, va permettre sûrement de pouvoir retenir un petit peu le smartphone plus longtemps en termes de longévité que sans coque. Donc c'est toujours ça de prix et c'est toujours agréable d'avoir une coque qui par défaut est déjà bien résistante, quoique peut-être un petit peu épaisse. Après à vous de voir si ça vous plaît ou pas, sinon après vous en achetez d'autres, ça ne coûte pas très cher, mais bon. Ce qui fait que voilà mon avis sur ce téléphone, j'espère que ça vous aura plu. Je l'ai fait aussi dans un format un petit peu plus compact, c'est ce que j'essaye un petit peu, histoire de mieux synthétiser les choses, tout en restant complet, mais avoir un format qui attire un peu plus peut-être, qui en tout cas rebute moins. Donc j'espère que ça vous plaira, dites-moi ce que vous en pensez. Après c'était le smartphone idéal, il est déjà plus ou moins connu avec le OnePlus 6T. Donc voilà. Et puis pour les autres, bien évidemment, encore merci de me soutenir sur Utip avec les pubs et les dons que vous faites, parce qu'il y en a qui font des dons sur Utip. Donc merci à vous. Merci aussi sur Tipeee aussi pour vos dons. Vous êtes toujours aussi nombreux et ça fait plaisir. C'est déjà beaucoup ce que vous faites. Et merci à tout le monde, tout le soutien, donc en commentant, likant, partageant tout simplement mes vidéos. C'est toujours très appréciable. Donc n'hésitez surtout pas là-dessus, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à bientôt pour un prochain test, peut-être des versions T sur Teknoid.